Située dans l'arrondissement de Douala 5e, la fabrication artisanale du charbon à bois emploie plus d'une cinquantaine de personnes. Bon, je suis entré à fond dans ce métier depuis 2014 parce que je travaille depuis 2014, je suis en chômage. De 2000 francs le sac de charbon en 1998 à 9500 cette année, le marché du charbon se porte bien. Effectivement, ce métier nourrit l'homme parce que on le cherche, on gagne déjà notre pain quotidien à travers ce travail. On envoie des enfants à l'école, on résout certains problèmes, on parvient aussi à participer aux plusieurs tontines. Une activité décriée par les riverains du fait de la teneur élevée en carbone du gaz produit par cette usine archaïque. En fait, ça nous dérange tellement que... Ça nous dérange tellement que... Tu vois comment les plats sont tellement noirs. Tes habits, tu ne peux pas sécher tes habits bien. Même quand tu peux pas, tu vois la fumée, la saleté, tout ça. Même l'eau à boire, quand tu puises l'eau, tu déposes tout ça. Même les dents, tout est noir. C'est encore plus grave ici parce que nous sommes à Douala 5e, c'est une zone démographique très intense, il y a beaucoup plus de population. Donc cela veut dire que ça peut aussi induire un autre impact, celui de la pollution esthétique. On n'avait qu'à avoir des murs noirs, des habits séchés qui retiennent les particules noires. Cette usine de fabrication artisanale du charbon aide à lutter contre le chômage, mais expose ceci aux différentes maladies. L'exposition aux maladies est certaine, mais cela peut conduire à la mort, notamment l'intoxication au monoxyde de carbone qui est très dangereux. Donc les troubles que peuvent induire l'inhalation des poussières d'abord de charbon vont des maladies professionnelles comme la silicose, la silice, la tuberculose, les cancers du poumon, tous sont les cancers au réel prennent leur socle avec l'inhalation des poussières. Une activité bien encadrée peut être bénéfique pour la population pourvu que celle-ci respecte les règles de travail parce que la santé de l'individu dépend aussi de son cadre de vie. Un an après avoir été des millions à porter la droite au pouvoir, les fermiers indiens sont dans la rue. La raison de leur colère, un projet de réforme visant à faciliter les réquisitions de terres au profit de l'industrie. Ce gouvernement ne représente ni les travailleurs, ni les fermiers, ni qui que ce soit. Il voyage juste à travers le monde pendant qu'ici les fermiers meurent. La loi, si elle est votée par le Parlement, permettra de se passer de l'accord des propriétaires dans l'achat de terrain pour certains projets de développement et d'infrastructure. Ce fermier a voté pour le Premier ministre Narendra Modi aux dernières élections. Aujourd'hui, ces terres sont menacées par un complexe industriel. Nous ne voulons pas donner nos terres et recevoir de l'argent. Nous voulons garder ces terres. C'est notre terre natale. Nous sommes nés ici et nous mourrons ici. Dans les campagnes indiennes, l'agriculture représente pour une majorité le seul moyen de subsistance. Sans terre, pas de travail pour de nombreuses familles. Ils ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas les moyens de se reconvertir dans une autre activité. Il faut qu'ils gardent leurs terres. Et si vous les déplacez, alors il faut absolument leur fournir un autre terrain en compensation. De son côté, le gouvernement juge cette loi nécessaire pour accélérer le développement économique de l'Inde. Pour pouvoir dynamiser les secteurs manufacturiers et industriels, il faut trouver des terrains disponibles. Les industries ne peuvent pas venir de nulle part. Pour apaiser les tensions, les autorités affirment que les terres agricoles ne seront pas ciblées en premier et que des mesures de réhabilitation et de compensation sont prévues pour les fermiers. Mais pour le moment, le projet de loi ne précise pas leur importance. Un paysage typiquement anglais. Les Cornouailles, à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, célèbres pour des plages parfois ensoleillées et des maisons de vacances hors de prix. Mais à quelques kilomètres dans les terres, la réalité est tout autre. C'est une des régions les plus pauvres du Royaume-Uni. Steve a emménagé ici pour fonder une famille, mais 9 ans plus tard, il n'a pas trouvé de travail et élève son enfant seul avec de maigres allocations.
Depuis que les conservateurs, enfin le gouvernement de coalition est au pouvoir, les choses ont empiré. Je ne dis pas que le gouvernement précédent était parfait, mais dès que David Cameron est arrivé au pouvoir, tout a commencé à se dégrader. L'allocation chômage de Steve a été suspendue pendant 5 semaines quand son conseiller Pôle emploi a refusé de changer la date de son rendez-vous. C'est là que Steve a dû se tourner vers une des nombreuses banques alimentaires du pays, toutes financées sur des fonds privés. Aujourd'hui, il est lui-même bénévole et a découvert que, comme lui, des milliers de personnes avaient vu leurs allocations coupées du jour au lendemain. On ne peut pas survivre comme ça. Il faut payer le loyer, le gaz, l'électricité et le chauffage central. On n'a pas d'autre choix que de venir ici et de demander de l'aide. Quand cette association a été mise en place en 2009, en pleine crise financière, elle fournissait 140 repas par mois. Aujourd'hui, elle en sert 10 000. Les Cornouailles sont loin d'être un cas isolé. Selon la Fédération des banques alimentaires britanniques, le nombre de personnes dépendant de l'aide alimentaire a augmenté de plus de 200% en 2 ans seulement. Quand nous avons commencé, nous étions là pour donner un coup de pouce en cas de pépin. Si leur voiture était en réparation ou qu'il y avait une grosse facture à payer par exemple, on pouvait aider les gens dans ces moments difficiles. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. C'est presque devenu un mode de vie. Les mines des Cornouailles ont fermé à la fin des années 80. Depuis, la plupart des emplois qui restent sont saisonniers ou en dessous du salaire minimum. Ici, le salaire moyen est 5 fois plus bas qu'à Londres. Il y a quelques années, il y a eu une crise financière et je comprends très bien qu'il faille régler ce problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont le sentiment qu'aucun parti politique ne propose quoi que ce soit pour régler le problème de l'inégalité. Et il me semble qu'il suffit de regarder les chiffres pour voir qu'il a empiré au cours des dernières années. Le 7 mai, les Britanniques voteront pour élire leur prochain Premier ministre. Les travaillistes promettent de réduire les inégalités, les conservateurs tentent de surfer sur leurs bons résultats économiques. Mais ici, l'avenir reste sombre pour beaucoup. Logement hors de prix, transport saturé, manque d'espace. Confrontés à ces contraintes, de plus en plus de Londoniens choisissent de quitter la capitale britannique pour des villes moins onéreuses. Contrairement au passé, ils ne choisissent pas la campagne environnante, mais les autres villes du pays comme Birmingham. Les loyers sont moitié moins chers qu'à Londres, où la vie est devenue totalement hors de prix. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers. Je dirais qu'un appartement ici coûte 500 livres par mois. À Londres, le même coûterait 2000 livres par mois. Selon l'ONS, l'Office national des statistiques, 58 220 personnes âgées de 30 à 39 ans ont quitté Londres entre juin 2012 et juin 2013, dernier chiffre publié. Parmi eux, plus de 5000 ont choisi d'aller s'établir à Birmingham. Chris Piat est l'un d'entre eux. Ce jeune homme de 29 ans est à la tête d'une start-up de web design. Birmingham était vraiment une évidence pour nous. Il y avait de bonnes entreprises locales. Il y avait de bonnes universités. Birmingham, Aston, BCU ont des compétences en matière de technologie reconnues. Et de manière générale, vous n'êtes pas trop loin de Londres, mais vous avez tous les avantages. Des frais moins élevés, les loyers, la main-d'œuvre est moins chère, et en plus il y a quelques bons candidats ici. Donc pour une entreprise en pleine croissance comme nous, c'était vraiment bien. Birmingham, ville réputée pour être triste et grisâtre, connaît une transformation spectaculaire. Presque entièrement détruite par les bombardements nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait été reconstruite à la va-vite. Aujourd'hui, de grands projets architecturaux voient le jour, tels que la nouvelle bibliothèque, un centre commercial ou la rénovation des canaux. L'an dernier, nous avons attiré 6000 emplois et 77 projets ont rapporté des investissements considérables. Et maintenant, nous voyons arriver des entreprises qui veulent investir dans l'immobilier. Ce mouvement vers la province reste malgré tout marginal. La population du Grand Londres ne cesse de progresser d'année en année. La capitale compte aujourd'hui 8,6 millions d'habitants et le Grand Londres compte 2 millions d'habitants de plus qu'il y a 25 ans. Carton rouge pour la Thaïlande qui peine à prendre des mesures fortes contre la pêche illégale. La Commission européenne tape du poing sur la table et donne un ultimatum au pays pour corriger le tir sous peine de sanctions commerciales.
Nous avons 180 jours ou environ 6 mois pour corriger le problème que l'Union européenne a mentionné et déployer un plan concret. Si nous ne faisons rien, alors l'Union européenne nous donnera un carton rouge, ce qui veut dire que l'Union européenne n'achètera pas les exportations de poissons de Thaïlande qui sont estimées à 860 millions d'euros chaque année. Une procédure pouvant déboucher sur la fermeture du marché européen aux exportations thaïlandaises de produits de la pêche qui ont représenté quelques 642 millions d'euros en 2014 est d'ores et déjà lancée. Elle vise notamment à contraindre les autorités thaïlandaises à mettre en place un plan d'action correctif proposé par les services européens. Je suis confiant que le secteur privé, les pêcheurs et les opérateurs de pêche sont bien conscients que si nous n'agissons pas maintenant, dans les 180 prochains jours, si nous échouons à résoudre ce problème, notre industrie de la pêche fera face à de nombreux problèmes. Notons que dans le cadre de sa lutte contre la pêche illégale, Bruxelles a déjà fermé depuis mars 2014 son marché aux produits de pêche du Cambodge, de la Guinée et du Sri Lanka et interdit leurs eaux aux flottes de pêche de l'Union européenne. Daniel répète ses gestes 10 heures par jour en ce moment. Ce retraité originaire de la Creuse de 64 ans est un habitué des vendanges. Mais cette fois, c'est dans la région de Mendoza, en Argentine, qu'il a choisi de faire la récolte. Plus familial, c'est convivial, c'est une famille. Et plus, parce que je vous dis, en Touraine, en Champagne, on est 50. Alors bon, on se côtoie bien sûr, mais c'est pas pareil. Ce n'est pas le seul étranger de cette exploitation vinicole. Français, américains ou suisses, ils sont venus à Mendoza pour prêter main forte en cette période de vendange. Ils reçoivent à peine $1 par caisse de raisin, mais sont nourris et logés sur place. Une expérience qui permet de voyager à peu de frais pour certains, une initiation œnologique pour d'autres. Mendoza, parce que moi je voulais vraiment connaître un peu plus sur le vin, et c'est ça a quand même une très bonne renommée au niveau mondial. C'est une des 7 capitales, je crois, mondiales du vin. L'aide de ces étrangers est précieuse. Il faut pallier le manque de main-d'œuvre locale. Selon les propriétaires français de cette exploitation, de moins en moins d'Argentins viennent vendanger. Avant venaient les gens du nord de l'Argentine pour nous aider. Aujourd'hui, ça leur coûte trop cher le voyage et ensuite, le coût de la vie ici ne leur permet pas d'économiser sur ce qu'ils gagnent pour repartir. Et quand ils reviennent chez eux, ils ont perdu leur plan de travail, qu'on appelle, mais leurs aides, et ils sont obligés de tout Donc il n'y a pratiquement plus de personnes qui viennent du nord pour nous aider. L'activité en ce moment n'est pas aussi florissante que ces vignes. Avec l'inflation et le peso argentin surévalué par rapport au dollar et à l'euro, les exportations de vin argentin ont baissé. Il faut quand même que le chiffre d'affaires permette à l'entreprise de continuer à fonctionner. Et vraiment, en ce moment, on est à la limite. Les vendanges, vacances ou tourisme de cueillette attirent de plus en plus d'étrangers dans la région depuis quelques années. Un phénomène à la mode qui permet aux petits viticulteurs de s'en sortir.